Le gouvernement de Michel Barnier est-il en sursis? Va-t-il parvenir à faire adopter par le Parlement le budget de la sécurité sociale et le budget de la France pour l'an prochain? Il est plus que jamais à la merci d'une motion de censure. Si la gauche et le Rassemblement national unissent leur voix, le Premier ministre répondra à nos questions dans un court instant. Alison Tassin et Frédéric Delpech. Le temps passe et l'étau se resserre sur Michel Barnier. Un budget qui est inefficace, injuste, violent, ça dépend de lui, tout dépend de lui. S'il utilisait le 49.3 sur la question du budget, immédiatement avec le nouveau Front Populaire, nous déposerons une motion. Sera-t-il le plus éphémère Premier ministre de la Ve République? La censure pourrait tomber dès la semaine prochaine, entre le 5 et le 7 décembre, sur le budget de la sécurité sociale, ou très rapidement ensuite, entre le 21 et 23 décembre, sur le budget de l'État. Certains ministres croient leur sort scellé. Je vais prévoir une dinde de secours à la maison, au cas où je ne sois plus au ministère à Noël. Les doutes se propagent au sein même de la coalition censée soutenir le gouvernement. L'ancienne première ministre Elisabeth Borne s'agace. Je ne suis d'accord ni avec la partie recettes, ni avec la partie dépenses. Je ne suis d'accord avec rien. Je lui demande de changer sa méthode parce qu'en l'état, cela ne nous convient pas. C'est légitime d'avoir un débat, les négociations sont encore en cours. À ces conditions, Michel Barnier peut tenir. Ce soir, des propos attribués à Emmanuel Macron sur la chute prochaine du gouvernement Barnier ont été démentis fermement par l'Élysée. Signe supplémentaire de la fébrilité ambiante. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Monsieur Boulot, et merci de votre invitation, parce que je suis très heureux de parler aux Français. Pourquoi avoir accepté de répondre à nos questions? Est-ce que c'est parce que vous estimez que la situation de la France est grave, la situation politique notamment? Mais parce que j'ai envie de parler aux Français, et puis de leur dire ce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes, c'est que le moment est très grave. C'est le vote du budget de la nation qui est en cause, et qui conditionne toute la vie des communes, de l'État, des hôpitaux, de tellement de gens. C'est un moment où il y a beaucoup de difficultés, mais ce n'est pas une surprise pour moi, parce que je ne vais pas revenir sur les conditions dans lesquelles j'ai été nommé il y a à peine 2 mois et demi, Premier ministre. J'ai accepté d'être Premier ministre. Une dette incroyable, 3 228 milliards d'euros, un déficit record, pas de majorité à l'Assemblée nationale, c'est la première fois depuis 1958, 15 jours pour faire le budget, 15 jours seulement. Donc je fais ce budget. Il n'est pas parfait, je le sais, on doit le modifier, on l'améliore. J'ai déjà proposé des améliorations et les députés y travaillent. Mais qu'est-ce que me disent les Français que j'écoute et que j'entends et que je rencontre chaque semaine dans la rue? Ils me disent bon courage, tenez bon, on a besoin de stabilité. Et c'est ça qui compte pour moi. Et pendant ce temps-là, Monsieur Boulot, il y a à Paris, dans le microcosme parisien, des gens qui font des manœuvres, des petites phrases, toutes sortes d'opérations. Mais moi, je pense que tous ces gens-là feraient mieux. Tous ces gens-là feraient mieux. Qui glose dans votre dos? Qui dit cela? C'est pas mon sujet. Okay. Je vous dis simplement que tous ces gens-là feraient mieux de consacrer leur énergie aux Français et à la France, plutôt que de s'occuper de leur avenir. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec les Français, pour les Français, qu'il y ait des progrès dans ce gouvernement, avec des conditions extrêmement difficiles et qu'on ait un budget. Alors, parlons des Français, de leur pouvoir d'achat, de ce qui va se passer en 2025 et du budget. Ce budget, est-ce que oui ou non, vous allez le faire passer avec l'arme du 49.3 ? Avez-vous d'autres solutions? Vous avez observé que parce que je respecte le Parlement, tous ceux qui s'y trouvent et qui ont une part de la légitimité populaire, quel qu'il soit, j'ai accepté et j'ai voulu qu'ils débattent jusqu'au bout. Je n'ai pas fait de 49.3 tout de suite pour couper la discussion. Donc il est maintenant passé au Sénat, où une grande majorité du Sénat, et j'en remercie le président Larcher et tous ceux qui sont avec lui, me soutient et soutient le gouvernement. Et puis ensuite, il y aura une commission mixte paritaire, c'est un peu technique, et ensuite un vote probablement avec un 49.3 à l'Assemblée nationale. Assurément ou probablement? Non, probablement, assurément, parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, et c'est comme ça que je serai obligé de proposer à l'Assemblée nationale d'adopter le budget. Mais au-delà de ce qui se dit derrière votre dos, vous sentez l'étau qui se resserre autour de vous, autour de votre gouvernement, jour après jour, heure après heure? Non, il n'y a pas d'étau, il y a un débat qui est difficile, il y a ce microcosme parisien dont je vous ai parlé et qui n'est pas tellement intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est que les députés fassent leur travail, que les sénateurs fassent leur travail et que les Français voient enfin un budget. Parce que s'il n'y a pas de budget, M. Boulot, c'est extrêmement grave. On va en parler dans un instant. Mais oui. Revenons au 49.3. Si vous passez par le 49.3, il y aura un dépôt de motion de censure, mais évidemment, et le RN y participera, le Rassemblement national.
Marine Le Pen, que vous avez vu hier, dire « Je veux bien renoncer à une motion de censure si le Premier ministre, c'est-à-dire vous-même, accède à certaines demandes qui concernent le pouvoir d'achat des Français. » Par exemple, ne pas augmenter la taxe sur l'électricité. Est-ce que vous allez accéder à sa demande? L'électricité va baisser, M. Boulot. Oui, mais si vous n'augmentiez pas les taxes d'autant, elle baisserait encore plus. Elle va baisser de 9% et on va voir si on peut faire plus pour préserver le pouvoir d'achat des Français. Vous parliez du 49.3, vous parliez de la censure. Moi, je sais depuis le premier jour, depuis le 5 septembre, qu'il peut y avoir une censure. Et que s'il y a une alliance dans les votes improbable, mais possible, entre les voix de M. Mélenchon, de l'extrême gauche, de LFI, et les voix de Mme Le Pen du Rassemblement national, auxquelles se joindraient le Parti socialiste, le Parti communiste, les Verts, je tombe, le gouvernement s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de budget, il faudra reprendre une discussion, il y aura des mesures d'urgence, il y aura une tempête probablement assez grave et des turbulences graves sur les marchés financiers où nous empruntons déjà très haut nos taux d'intérêt, les taux d'intérêt que nous sommes obligés de respecter pour financer notre dette avec des investisseurs chinois ou américains. Ils sont actuellement presque au niveau de la Grèce. Et l'écart est maximal aujourd'hui, on l'a vu avec l'Allemagne. Et puis, je me permets de vous dire d'autres conséquences, au-delà de mesures d'urgence qu'on peut faire pour faire fonctionner les hôpitaux et payer les fonctionnaires. Tout s'arrête pendant ce temps-là. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Prenons l'exemple des agriculteurs, si vous me permettez, qui attendent depuis des mois et des mois qu'on tienne des engagements, qui protestent, et ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Ils protestent dans la rue, dans la campagne et aussi à Bruxelles. Et ils expriment des revendications légitimes. Je suis en train de tenir tous les engagements pris et d'en ajouter avec la ministre de l'Agriculture pour faire face aux fièvres catarrhales, aux désordres écologiques. On est en train de les accompagner. On est en train de faire ce qu'ils demandent depuis des mois et des années, le contrôle unique, de libérer leur initiative, de les aider par des prêts, par des subventions. Tout ça s'arrête. Et ce n'est qu'un exemple de ce qui s'arrêterait. Que se passe-t-il le 1er janvier prochain, concrètement pour les Français qui nous écoutent, s'il n'y a pas de budget? Les fonctionnaires, les agents de l'État, des collectivités territoriales, des hôpitaux, vont-ils être payés? Les retraites, les retraites dues par l'État vont-elles être versées? Dans cette hypothèse-là qui peut se produire, et c'est possible si le gouvernement tombe, il y a des mesures d'urgence qu'on prend, le gouvernement intérimaire, qu'on prend immédiatement avec le Parlement pour pouvoir payer. Mais ça ne couvre pas toute l'année 2025 et surtout, ça n'empêche pas ni la crise, ni la défiance des marchés financiers que je connais assez bien pour les avoir gérés pendant 5 ans à Bruxelles, ni le fait que tout s'arrête et qu'il faut recommencer, qu'il y aura une nouvelle loi de budget. Donc c'est du temps perdu. Et moi, je trouve qu'on n'a pas de temps à perdre. Il y a tellement de projets. Au-delà du budget, M. Boulot, il y a plein de sujets sur lesquels moi, j'ai envie d'agir avec un gouvernement dont je suis fier, sur la sécurité au quotidien des Français, sur la maîtrise de l'immigration et l'interdiction de l'immigration clandestine, sur le travail qui doit payer plus que les allocations, avec une allocation sociale unique, sur la démocratie, et peut-être le chantier que souhaitent beaucoup de partis à propos de la proportionnelle. Par exemple, prenons ce sujet, je vais demander à un professeur de sciences politiques, Pascal Perrineau, de faire un travail sur le scrutin proportionnel pour élire peut-être d'une autre manière les députés. Le Rassemblement national vous demande d'ailleurs l'introduction de la proportionnelle. Vous allez accéder à leur demande? Il n'est pas le seul, je viens de vous répondre. Nous allons faire ce travail avec M. Pascal Perrineau, qui rendra ce travail au printemps, et nous serons prêts à en débattre au printemps prochain. Voilà des sujets de fond, des sujets de progrès. Et je pourrais multiplier les exemples de ce que nous devons faire dans les mois et les années qui viennent, à condition de pouvoir travailler. C'est ça que je demande à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous avez promis, vous êtes engagé à faire 40 milliards d'économies sur les dépenses de l'État, pour faire simple. Quand on regarde dans le détail et qu'on fait l'addition, vous n'êtes déjà plus à 40 milliards. Vous avez donné un peu à droite, un peu à gauche. Aux entreprises, finalement, vous n'enlèverez pas 4 milliards, mais 2 milliards d'aides. Regardez, on voit les éléments de charge pour les entreprises. Les collectivités territoriales, finalement, vous avez redonné 2 milliards. L'indexation des retraites, 800 millions. Les budgets des ministères, 850 millions. Vous êtes plutôt à 34 millions qu'à 34 milliards. Je ne donne pas à droite et à gauche. J'ai dit que le budget était perfectible. Je l'ai fabriqué avec le gouvernement en 15 jours. Jamais un Premier ministre n'a eu aussi peu de temps pour faire le budget. Il n'était pas parfait. Nous l'améliorons. Nous ne donnons pas à droite et à gauche. Nous entendons les collectivités locales, les départements et les communes. Mais il manque 8 milliards au bas de l'addition. Nous entendons les entreprises qui disent « faites attention au coût du travail pour préserver l'allègement des charges » et nous allons faire un effort. Nous entendons les partis politiques et les associations de retraités qui nous disent ne touchez pas aux petites retraites et nous les protégeons. Voilà, j'essaie d'apporter des réponses
calme, sereine, objective. Mais nous allons faire l'effort que vous dites. Nous allons faire moins 4 milliards sur le fonctionnement des ministères. Nous allons faire moins 2 milliards sur le fonctionnement des agences de l'État. Nous allons faire des mesures importantes pour économiser des crédits au niveau du train de vie de l'État, taxer les cessions d'actions. Il y a plein de mesures. Mais au-delà de l'effort que nous demandons, comme vous l'avez compris, aux plus grandes entreprises qui font plus d'1 milliard et qui sont bénéficiaires, aux plus grandes entreprises qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires et aux Français les plus fortunés pour un effort temporaire et ciblé. Et puis je pense qu'on peut aussi faire des améliorations dans le train de vie de l'État, être plus sobre, être plus simple. Je pense par exemple demander un effort aux anciens ministres et aux anciens premiers ministres pour réduire le fonctionnement. C'est pas quelques millions d'euros. Oui, mais ce n'est pas seulement symbolique. Je viens de vous citer des chiffres très importants, beaucoup plus lourds, qui prouvent que nous faisons la réduction des dépenses publiques et l'effort est général. Mais vous êtes serein à l'idée que vous n'allez pas économiser 40 milliards, mais 34 milliards. Il en manque 6 ou 7. Ce n'est pas si grave que ça à vos yeux. Nous trouverons un équilibre au budget. L'objectif, c'est de réduire le déficit de ce budget autour de 5%. Parce que nous sommes attendus par les marchés financiers qui financent notre dette. Et puis, une dette aussi importante, c'est si elle continue à augmenter, et c'est ça que je suis en train de stopper, de freiner avec le gouvernement, tout le monde paye. Tout le monde paye. Pour les entreprises, l'impôt le plus lourd, c'est celui qu'on paye s'il y a de la dette, et puis c'est l'impôt de la réglementation et aussi de la bureaucratisation que je veux réduire. Un point très important qui concerne les retraités. Vous avez décidé de ne réindexer leur retraite qu'à hauteur de la moitié de l'inflation. Est-ce que vous allez faire un geste au-delà de ça? Est-ce que vous allez leur accorder un peu plus? On va indexer dès le 1er janvier, ce qui n'était pas prévu à l'origine, puisque c'était le 1er juillet, toutes les retraites de 0,8 et ensuite on va faire un 6 et l'ensemble des petites retraites, et c'est ça qui m'importe. J'ai toujours dit que les Français les plus modestes qui nous écoutent, et c'est à eux que je voulais parler ce soir, qu'il s'agit des Français les plus modestes, des personnes âgées qui ont des retraites seront protégées. Mais c'est aussi mon souci pour l'ensemble des Français qui ont besoin de solidarité en ce moment. Encore un point d'éclaircissement pour les entrepreneurs. Vous avez décidé de rogner sur les allègements de charges pour une valeur de 4 milliards d'euros, puis 3 milliards, puis 2 milliards. Jusqu'où allez-vous aller? Est-ce que vous allez augmenter, en d'autres termes, les taxes, les impôts sur les entreprises? Actuellement, pour baisser le coût du travail, on donne 80 milliards d'euros. 80 milliards d'euros aux entreprises. Et donc, on va protéger les salaires les plus bas qui seront à zéro charge au niveau du SMIC. Et si on peut aller plus loin, c'est ça l'effort que nous faisons. Ce n'est pas à droite ou à gauche, hein. C'est pour les entreprises, pour les salariés, notamment les plus modestes. Et si on peut aller plus loin, on ira plus loin. Nous en discutons avec les partis politiques et les groupes politiques actuellement. Dans cette tourmente, est-ce qu'à un instant, vous avez pensé démissionner, sans attendre un éventuel 49.3, une motion de censure? Et pourquoi voulez-vous que je démissionne? Je ne sais pas, parce que les temps sont durs et parce qu'il n'y a pas de budget. C'est parce que les temps sont durs que je suis content de faire ce travail. Mais ça dépasse de très loin ma propre condition, franchement. Franchement, Monsieur Boulot. Moi, j'ai un certain âge que je ne rappelle pas, ça se voit. Je vous promets que j'ai la même capacité de m'enthousiasmer, de m'indigner que celle que j'avais à ma toute première élection comme conseiller général dans un canton magnifique, celui de la Haute-Tarentaise. Il y a tellement de raisons de s'enthousiasmer pour notre pays, quand on voit les énergies en métropole, les Français de l'outre-mer, les Français de l'étranger. Il y a tellement de projets et d'énergie. Il y a aussi beaucoup de raisons de s'indigner. Contre les violences faites aux femmes, contre l'antisémitisme qui se répand, contre l'insécurité au quotidien dans les quartiers, dans les villes. C'est ça que j'ai envie de faire. Et aussi longtemps que j'aurai, M. Boulot, la même capacité de m'indigner et de m'enthousiasmer que celle que j'avais il y a 50 ans en arrière, je serai prêt à servir, c'est tout. Donc vous serez encore Premier ministre en 2025. On pourra vous réinviter en tant que Premier ministre. Invitez-moi aussi longtemps, j'espère être là. Ça dépend de l'Assemblée nationale. Tout le monde sait la règle du jeu. Je suis le premier à la connaître. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions.